Bonjour tout le monde. Du coup, aujourd'hui, on est là pour un cours très rapide d'introduction à Go. Le but, c'est vraiment de vous montrer les fonctionnalités de base de ce cours-là. Donc, on va voir vraiment 5 grands points. On va voir en fait une introduction sur le langage déjà, pourquoi on l'utilise, pourquoi c'est intéressant d'utiliser Go. Ensuite, on verra comment on utilise les structures de base, donc comment on crée notre premier programme, les types de variables qu'on peut avoir, d'accord, avec le casting et l'auto-détection. Donc l'auto, en fait, affiliation à un type de variable. On verra comment ça fonctionne en Go. On verra les contrôles de flux et les fonctions. C'est vraiment la base. Dans le prochain cours, qui durera aussi à peu près 15 minutes, on verra comment on lit dans un fichier, comment on écrit dans un fichier, comment on fait du multithreading, donc de la concurrence en Go. Et on verra notamment comment on fait des trucs un peu plus poussés. D'accord ? Là, je vais vous montrer aussi, je ne l'ai pas mis dans le sommaire, mais c'est un peu des types de variables. On verra comment on fait des structures et comment on attribue des fonctions à ces structures-là. Okay ? Donc, pourquoi Go? Les avantages de Go, ils sont multiples. Aujourd'hui, on dit que Go, c'est très utilisé, notamment pour faire du réseau. D'accord ? On va surtout l'utiliser pour faire des sockets ou des choses comme ça. Donc, notamment pour la 3e semaine de piscine, ça va être ultra important de le savoir. Okay ? Je vous ferai tout un cours sur les sockets pour bien savoir les utiliser. Mais pour l'instant, retenez simplement que le Go, en fait, il a plusieurs avantages. Par rapport au C, notamment, il va être moins performant, mais il aura plus de sécurité et il sera pratiquement aussi performant que le C. Il est un peu moins performant, mais il est très sécurisé par rapport au C. Pourquoi? Parce qu'on ne gère pas notre mémoire en Go. C'est le Go qui le gère pour nous. Okay ? En Python, pourquoi? Parce qu'il a un typage dit statique, donc on a vraiment des types, et ils sont importants ces types-là, mais au-delà de ça, il a une beaucoup plus grosse performance. D'accord? A contrario, il est un peu moins flexible que Python, c'est-à-dire qu'il va falloir respecter les types, il va falloir respecter le casting, etc., etc. On va avoir une syntaxe plus concise que Java et notamment une bien meilleure compilation. D'accord ? Il faut savoir que Java, quand il exécute votre code, il l'exécute dans une VM à part. Ce qui fait que votre code peut être lent et au-delà de ça, ça peut être très loin compilé. Alors qu'en Go, on n'a pas ce problème-là. Et par rapport à Rust, c'est un peu un entre-deux. C'est-à-dire que Rust, c'est vraiment le plus sécurisé, le plus optimisé par rapport au C. D'accord ? C'est à peu près en termes d'optimisation, ils sont à peu près égaux, sauf qu'en termes de sécurité d'apprentissage, c'est vraiment bien mieux que le C. Par contre, il est très compliqué à apprendre. Okay ? Le Go, c'est un peu entre les deux. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus sécurisé que le C, moins sécurisé que le Rust. Mais à côté de ça, vous avez beaucoup plus de flexibilité et c'est beaucoup plus simple d'apprentissage. Okay ? Donc c'est vraiment l'intérêt d'apprendre le Go au début, en tout cas, notamment dans les piscines. On va regarder directement le code. Comme je vous l'ai dit, on passe directement très rapidement sur du code. Donc là, le but, comme je vous l'ai dit au début, c'est qu'on va voir directement en fait, vraiment la structure de base d'un programme. Ce qu'il faut savoir, c'est que, donc là, on voit que j'ai plusieurs dossiers, je vous les donnerai au besoin. En Go, on a plusieurs choses à faire. D'abord, il faut savoir que dès qu'on utilise un package extérieur, on appelle ça des packages. Okay ? Dès qu'on utilise un fichier externe, etc., on appelle ça des packages. Il faut voir ça comme des mini-librairies. Vous avez dû déjà en faire, notamment en C. Vous aviez limby à faire ou des trucs comme ça. Par défaut, le Go, vous êtes obligé de faire un package main. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il identifie que votre fichier Go, il appartient en fait au package de base qui est le main. Okay ? Faut savoir qu'en plus de ça, Go, il a obligatoirement besoin d'une fonction main pour fonctionner. Okay ? Donc, quoi qu'il se passe dans n'importe quel programme, dès que vous voulez tester un programme, vous allez faire fonction main pour pouvoir le tester. Dedans, on a les imports aussi qui est important à voir. L'import vous permet d'importer des libs soit qui vous appartiennent, d'accord? Donc ça, on le verra après quand on va créer nos premiers modules, soit des libs dites classiques, des libs internes, ok? Donc là, par exemple, FMT, qui est la librairie pour afficher quelque chose à l'utilisateur, pour faire des outputs, ok? Donc là, qu'est-ce que j'ai? Le mot-clé fonc pour créer une fonction, mais on reviendra après pour créer des fonctions. Simplement, souvenez-vous de ce mot-clé-là. Main pour déclarer ma fonction main. Parenthèse et des accolades pour dire que ma fonction s'ouvre à partir d'ici et se ferme ici, à la ligne 7. À l'intérieur, j'ai juste fmt.println qui me permet d'afficher avec un retour à la ligne et je fixe simplement hello world. Si on teste ce programme-là, hop, juste supprimer ça, comme ça sera beaucoup plus lisible. Voilà. Si je vais dedans, comment on exécute un programme? On a deux manières en Go. Soit on fait go.run et le fichier ou les fichiers qu'on veut lancer et compiler, d'accord? Run, compile et exécute notre fichier. Hop, là, on va voir qu'il prend son temps pour compiler et ensuite il nous met bien le hello world. Ok? Je vais zoomer un petit peu, ça sera peut-être plus lisible. Hop. Ouais, non, c'est dégueulasse. Je vais l'exécuter là, voilà. Hop, c'est des intros, ça sera juste beaucoup plus clair. Voilà.
Hop. Donc, si je fais un go run main.go, ça veut dire que je veux compiler que le fichier main.go. Et là, on voit que j'ai un hello world. Tout simplement, c'est le code qu'on avait vu tout à l'heure, ce qui correspond au fmt.println hello world. Okay, vous avez une autre manière de faire qui est le go build. Okay, si je fais un go build main.go, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ben là, il compile mon code dans un exécutable. Et là, on le voit ici, on voit que c'est un main tout court. Sous Windows, par exemple, ça sera un main.exe. Okay, pour l'exécuter, je vais juste faire // et main. Ça fait le même principe. Okay, quand vous testez, je vous conseille fortement d'utiliser un GoRun parce que c'est plus simple et ça ne vous crée pas un fichier temporaire inutile. Une question. Ouais. C'est quoi la différence entre package et import? Alors, la différence entre un package et un import. Un package, c'est une déclaration d'une nomenclature. Si tu préfères, c'est comme si tu crées un dossier. D'accord? Si je crée un package main, ça veut dire que je crée un dossier main. D'accord? Si je crée un package helper, ça veut dire que je crée un dossier helper. En gros. L'import me permet d'importer un dossier externe. D'accord? D'importer une librairie, si tu préfères. Import, ça sert à appeler une fonction qui n'est pas dans mon fichier depuis un autre fichier, depuis un autre package. D'accord? Package me permet de déclarer un package. OK? En gros, vois ça comme package me permet de créer une librairie à part et import me permet d'importer une librairie, d'utiliser une librairie. Un, c'est le créer et l'autre, c'est l'utiliser. OK? C'est bon pour toi? Si je retire mon import, en fait, ici, je ne vais pas pouvoir utiliser FMT, parce qu'il ne va pas le reconnaître. D'ailleurs, si j'essaye de compiler ici, alors là, je ne sais pas pourquoi il fonctionne, ça doit être parce que je n'ai pas enregistré mon fichier. Alors, j'ai mon... voilà, j'ai un correcteur par défaut, c'est pour ça qu'il le corrige. Mais si je le retire, en fait, je vais avoir une erreur de compilation. Du coup, là, si je fais un nano main.go, forcément, hop, voilà, que je retire mon FMT, hop, juste ici, CTRL X, yes, entrée. Et là, que je fais un tac go build, là, j'ai une erreur. Il me dit undefined FMT. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait mon import. OK? Donc, à chaque fois que vous voudrez vraiment importer quelque chose, une librairie externe, d'accord, ou interne à Go, parce que FMT est une librairie qui appartient au langage Go. Vous pouvez ajouter des librairies comme Python, d'accord, mais là, FMT, c'est vraiment une librairie qui appartient à Go. Il faut utiliser un port. Mais ça fait pareil, non? Si on supprime un package.main, ça fait non pas la même erreur, j'imagine, mais ça fait... Alors, si je supprime package.main, tu vas voir, hop, là, qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire go build? Il va me dire, en fait, il attendait un package, ok, et notamment, il attendait un package pour faire son import. Okay. Pourquoi? Parce que le package main, en fait, c'est celui qui va importer la librairie de base de Go, la librairie qu'on appelle standard. Okay. Sans ce package-là, en fait, il va te dire, bah, j'attends un package déjà pour exécuter mon code. Si je ne l'ai pas, en fait, je ne peux pas m'exécuter. Et le package par défaut de Go, c'est package.main. Donc, tu verras, à chaque fois que tu as un code, à un moment donné, dans ton code, tu auras package.main pour pouvoir l'exécuter. Le package.main, il va importer tout ce qui est de Go, il va le créer, comme tu dis, il va tout mettre au sein du projet. C'est à peu près ça. Et il va notamment te permettre de déclarer que ton main, à toi, il soit là, à cet endroit-là. OK? En gros, dis-toi que Go, c'est comme si, pour s'exécuter, il avait besoin que tu lui précises qu'il y a un main quelque part. Et pour lui préciser, tu vas faire un package.main, tout simplement. OK? C'est bon pour toi? On verra par la suite comment utiliser un package.main avec... faut savoir qu'un package, il faut voir ça comme un dossier qui n'existe pas. D'accord? C'est vraiment une nomenclature. Et en fait, ce package-là, il faut savoir que tu peux l'utiliser dans plusieurs fichiers, on verra ça après, notamment pour utiliser une fonction qui est dans un autre fichier. Mais ça, on verra ça juste après. Ce que je vous propose de voir maintenant, ça va être les types. Alors, les types et les variables, on a plein de types de variables. On va voir celles par défaut. Déjà, pour déclarer une variable, en gros, on va faire var, ok, pour déclarer une variable avec un type, je précise. On va faire var, le nom de notre variable, ok, et le type. On a des int, des floats, des booléens et des strings. C'est vraiment les types basiques qu'on aura besoin en Python. Ok. Là, on voit que par défaut, j'ai donc un int, c'est un entier, d'accord, donc 10. Un float, c'est un nombre à virgule, donc 20.5 là. Booléen, c'est soit true, soit false, il ne peut rien rentrer d'autre. Et string, forcément, c'est n'importe quel mot ou phrase. Okay, tant que c'est entre double quotes, c'est une string. Donc là, ici, je les appelle et je les affiche. Okay, pour afficher une variable, c'est très simple. On fait un println ou un print. On va mettre le texte qu'on veut par défaut. Et si je mets une virgule A, par exemple, bah, il va m'afficher le contenu de ma variable derrière. Okay, ce qui est important à voir, en Go, c'est qu'il est capable de déterminer le type lui-même. Et donc, comment on fait pour déterminer un type? On met notre variable qu'on va créer. Okay, ici, on voit que je n'ai pas utilisé le mot-clé var. Je fais juste E, 2 points égale 10. Et lui, il va être capable de définir que ça, c'est un int. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de nombre à virgule. Okay,
Pareil ici, vu que c'est un nombre à virgule, il va être capable de définir que c'est un float 64. En dessous, il y a un trou, donc il va être capable de définir que c'est un bool. Et string, il va être capable de le définir parce qu'il y a des doubles quotes. OK? Dans ce cas-là, c'est quoi la meilleure approche? La meilleure approche, c'est de le déclarer avec le type. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça demande un effort au compilateur. C'est à lui de le déterminer, ça demande un plus gros effort. Okay, donc par défaut, en Go, tu détermines toujours le type. C'est toujours mieux de le déterminer parce que c'est un langage dit fortement typé. Dans tous les langages fortement typés, c'est important de déclarer le type. Okay, là, pareil, je les affiche en bas et je vais vous montrer une dernière chose sur les variables, c'est qu'on peut les caster. Donc là, par exemple, j'ai un int. D'accord? Un int qui équivaut à 10. Sauf que, imaginons que je veux le convertir en float, comment je fais? Alors là, je crée une variable de type float. Ça, c'est pas important, on l'a déjà fait juste avant. Parce que là, je vais mettre égal float64, qui, entre parenthèses, ma variable x. D'accord? Donc là, qu'est-ce que je fais? Je convertis ma variable x, qui est du type int de base, en float64. OK? Ça, c'est bon pour tout le monde? OK. Derrière, ici, pareil, je reconvertis mon float64 en int. D'accord? C'est toujours pareil, en fait, vous mettez le type, parenthèse, et la variable que vous voulez convertir. OK? Donc là, si j'exécute mon code, rien de très compliqué, comme tout à l'heure. C'est variable, je crois que je l'ai appelé. Voilà. Ouais. Donc ça veut dire si on déclare une variable simplifiée avec deux petits points égales, est-ce que tu dis qu'il détermine le type? Il reconnaît de quel type il est. Donc après, si jamais on veut réassigner un nouveau type, il faut faire ça aussi. C'est-à-dire que là, par exemple, eux, tu veux qu'ils prennent une string? Ouais, par exemple. Par exemple? Alors regarde, je vais te montrer un truc. Est-ce que déjà c'est clair pour le cast? Ça c'est bon pour tout le monde? Ouais. Ok. Regardez, je vous montre un truc à peu près similaire à ce que tu veux, en tout cas je pense. Imaginons que là, du coup, je veuille convertir mon E en autre type. Qu'est-ce qui se passe si je fais E, 2 points égal, et là je mets tutu. D'accord? Là on voit déjà... Dis-moi. Tu veux dire le caster? Le caster? En fait là, tout simplement, si je veux le caster, je vais mettre... Par exemple, je veux le transformer en float, d'accord? Je vais faire var t float, d'accord? Float 64, très bien, égal, et là je vais mettre float 64, et à l'intérieur je vais mettre simplement E. Et ça va fonctionner, ok? Là j'ai un rouge parce que je ne l'appelle pas. Et si je fais un fmt pour un println... J'ai une question. Ouais. Pourquoi on est obligé d'appeler une autre variable quand on veut changer le type d'une... Alors non, t'es pas obligé. En fait, si, je vais te montrer. En fait, si je fais un E ici, voilà. Pourquoi il va bugger? Parce qu'en fait, il va me dire, bah, en fait, E, il est identifié comme du type int. Et du coup, lui, il va dire, bah non, vu que c'est des types dits statiques, comme je vous l'ai dit au début, il va dire, je ne peux pas changer le type de ma variable. Tu dois créer une variable à côté pour changer son type. Tout simplement. Parce que lui, quand il a été déclaré, c'est à la déclaration, il a déterminé que E ne stockerait que des ints. Et du coup, par défaut, il faut se dire que je ne vais stocker que des ints dans E. Si je veux récupérer la valeur de mon E et de le modifier, ben là, il va falloir que j'utilise en fait une autre variable. Tout simplement. OK? On va voir un autre truc, c'est les opérations avec les variables. Alors là, c'est très simple. Ici, on voit que donc, si on prend comme on devrait le faire par défaut, si du coup, on retire tout ça, que là, je mets un A égal, OK, et que je reprends ça, juste le coller juste en dessous, hein, et là, je peux faire deux choses. Soit je fais A égale A plus 1, ça me rajoute 1, tout simplement, d'accord? Soit je peux créer deux variables et les additionner. Ça, a priori, si vous avez déjà fait de la programmation, ça ne vous pose aucun problème. Je vais pouvoir mettre 100 ici, et là mettre, voilà, A égale A plus B, donc A égale A plus B, d'accord? Soit, je vais pouvoir aussi modifier ça, et je vais vous le montrer juste après. Donc là, on est d'accord que A vaut 10 au départ, je rajoute 1, donc à mon deuxième affichage, il doit valoir 11, et à mon troisième affichage, il doit valoir 11 plus 100, donc 111. A priori, rien de compliqué. Si je le relance, on voit bien que ça a bien fonctionné. Okay, le truc intéressant là-dessus, c'est que j'ai une autre manière de l'écrire. Déjà, A, je peux l'écrire A++. D'accord? Ça, c'est équivalent à ce que j'ai écrit avant. A++ était égal à A égale A plus 1. Okay, souvent, vous allez voir ça, notamment dans les boucles, parce que ça économise en fait de l'écriture et que les développeurs sont feignants. Okay, mais ça ne change absolument rien. Et là, A égale A plus B,
en fait, j'aurais pu faire ça, tout simplement. A plus égale B. Ça, c'est comme si j'écrivais A égale A plus B. Okay, souvent, vous allez voir, notamment par des mecs qui prennent des raccourcis, ça ne change absolument rien. D'accord? Dites-vous que c'est exactement pareil. OK? Avec les variables, bien entendu, je peux faire des moins aussi. D'accord? Je peux écrire A égale A moins B. Ou moins égale B. C'est pareil. Oui. Je suis à cause de ça. Et là, du coup, on va passer dans le négatif. Il n'y a aucun souci à passer dans le négatif. D'accord? Ça, c'est bon pour vous? Ça, c'est vraiment sur les opérateurs de base. Vous pouvez en avoir d'autres, notamment des bits, mais on verra les opérateurs de bits après. C'est pas vraiment le plus intéressant. C'est intéressant quand on arrive sur de la concurrence, notamment, de la concurrence ici, donc en fait du multithreading. Mais pour l'instant, on n'est pas là, donc ça ne sert à rien de le voir tout de suite. OK? Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Non? OK, donc là, on a vu les variables, on a vu l'intro de base, on va voir les contrôles de flux. Peut-être je vais vous montrer les fonctions avant, ça sera sûrement plus clair. Alors, les fonctions en Go, on a la fonction main qu'on a vue depuis le début, qui nous sert à dire que notre programme se lance. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais c'est de l'impératif. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que mon programme, il commence à la ligne 14, il va exécuter tout dans l'ordre jusqu'à arriver à la dernière ligne de mon programme. OK? Jusqu'à là, ça c'est bon. Ça, on s'en occupera après, c'est un peu particulier, c'est ce qu'on appelle des fonctions à la volée. Mais ça, pour l'instant, vous n'en avez pas l'utilité. Comment je crée une autre fonction? Alors, par défaut, je vais pouvoir créer des fonctions qui n'ont pas de type de retour. D'accord? Une fonction qui n'a pas de type de retour, comme tout pour main, je vais pouvoir faire, par exemple, une fonction test qui ne prend aucun paramètre, aucun type de retour déclaré, et je vais simplement faire fmt.println. Hop. println, et là je peux écrire par exemple tutu. Okay, cette fonction-là, si je veux l'appeler dans mon main, comment je fais? Je vais juste l'appeler avec son nom. Là, elle n'a rien en paramètres. Les paramètres, c'est ce qu'on a entre parenthèses ici. D'accord? Elle n'a pas de type de retour. Le type de retour, c'est ce que j'attends de ma fonction. C'est-à-dire que c'est comme si je vous donnais de l'argent et j'attendais que vous me donniez la monnaie. Okay, là, en l'occurrence, je n'ai pas de type de retour, donc elle ne me redonne rien quand je l'appelle. Par contre, ici, si je l'appelle, tout simplement, pour l'appeler, je vais simplement faire test parenthèse, c'est comme ça qu'on appelle une fonction. Attention, du coup, on perd le mot-clé fonction et la déclaration de code. Okay, on appelle juste avec le nom de la fonction parenthèse. Okay, qu'est-ce qui va se passer si je compile ça? Très simple. Si je vais dans fonction, voilà, go run main.go, hop, là on voit qu'il y a ma fiche tutu. Pourtant, le code n'est pas dans main, c'est simplement un call de fonction classique. Pour tous ceux qui ont fait du dev, c'est à peu près évident. Maintenant, pour appeler une fonction avec des paramètres, très simple, je vais faire fonction, le nom de ma fonction, et entre parenthèses, je vais mettre mes paramètres. Okay, entre chacun des paramètres, il y aura une virgule. Pour ça, pour tous ceux, encore une fois, qui ont fait du dev, c'est extrêmement simple. Donc là, j'ai deux paramètres, A et B. Les deux sont de type int. D'accord? Et là, on voit que derrière ma parenthèse, je mets un int. Pourquoi? Ça, c'est le type de retour de ma fonction. Okay, ça veut dire que je vais attendre que ma fonction me donne un résultat qui est un nombre. Okay, donc là, on voit que c'est une fonction add. Donc a priori, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle me renvoie le résultat entre A plus B, tout simplement. Quand je vais l'appeler, qu'est-ce que je fais? Eh bien, voilà, c'est un peu particulier. On voit qu'ici, je fais résulte 2.add 1 et 2 et que j'affiche mon résultat. Ici, c'est comme si j'avais affiché, j'avais créé plutôt, un résultat qui était du type int, d'accord, et que là, je faisais résulte égale add. Ok, c'est exactement la même chose pour lui. Ok. Ici, du coup, qu'est-ce que je fais? Résulte égale add 1 et 2, donc théoriquement, vu que c'est censé m'envoyer A plus B, je vais récupérer 3 dans résultat. D'accord, ma fonction add va me donner le résultat de A plus B. Et donc ici, ça devrait être 3. D'accord? Et ensuite, j'affiche juste le résultat. Si on recompile, rien de bien méchant, il nous donne bien 3. Ok? Ça, pour le coup, c'est vraiment commun. Si je change mes paramètres ici et que je mets 4, il va nous donner 5. Ok? Dernière chose, on va pouvoir faire, et ça c'est un peu particulier en Go, du multi-retour. Alors, qu'est-ce que c'est du multi-retour? Imaginons que j'ai besoin d'une fonction qui ne me renvoie pas simplement un int, mais plusieurs int ou plusieurs strings. Et bien, comment je vais faire? Très simplement, je vais créer une fonction. Donc là, elle s'appelle swap. Okay, elle prend 2 strings en paramètres et elle renvoie 2 strings. Comment je précise l'ensemble des renvois qu'elle me fait? C'est ici, parenthèse après ma parenthèse de paramètres. D'accord, et je vais déclarer les 2 types ou les 3 types de retours que je veux. Là, par exemple, si je voulais un int, j'aurais pu mettre une virgule int.
D'accord? Et ici, j'aurais dû faire virgule 0. OK? C'est bon pour vous? Hop. Ça, en l'occurrence, on s'en fiche. Je vais juste remettre string. Très bien. Comment je fais pour l'appeler? Là, c'est pareil. Je vais déclarer A et B. D'accord? Alors ici, on voit que c'est ça qui est important. C'est que ici, là, j'ai fait A, virgule B. Et ben là, c'est pareil. C'est comme si je faisais A, ici, 2.string. Enfin, pardon, string. D'accord? Hop, var B, string. OK? Et là, je faisais AB égale swap. OK? C'est exactement la même chose, encore une fois. C'est comme si je déclarais. Donc là, j'envoie hello world. Sauf qu'au lieu de stocker hello dans A et world dans B, vu qu'ici, en fait, je renvoie l'inverse, d'accord, je renvoie d'abord Y et ensuite X, d'accord, bah, je vais avoir world hello. OK? Si je l'affiche, si je la run plutôt, on voit bien que j'ai world hello. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, le multi-retour? Ouais, pour le catch, j'ai juste à le préciser ici. Ça, c'est comme en Python pour ceux qui l'ont déjà. Pour un appel de fonction, on ne peut pas juste faire fmt println avec entre parenthèses le nom de la fonction et ce qu'on prend en paramètre. Si, tu pourrais, typiquement ici, là, si je fais fmt add 1,4, ça ne me posera pas de problème. Là, ici, ça va faire comme si, en fait, il m'a envoyé ma fonction. OK? Donc là, si je l'exécute, pas de problème. Le seul souci, c'est que là, attention, tu ne récupères pas la value. Tu ne peux pas la réutiliser. Si tu avais besoin de la réutiliser, il aurait obligatoirement fallu la stocker dans une variable. OK? OK. On a une dernière chose en Go qui est un peu stylée, c'est les fonctions à la volée. Dans n'importe quelle fonction, je peux déclarer une sous-fonction qui s'exécute totalement indépendamment. Pour ça, je vais simplement utiliser le mot-clé func, pas lui donner de nom, parce que c'est une fonction qui est dite anonyme. OK? Juste mettre parenthèse, écrire le code, et mettre parenthèse à la fin pour l'appeler. Et ça fonctionne normalement en Go. J'ai pas d'appel. En fait, l'appel, c'est ça. D'accord? Et la création, c'est tout ce qu'il y a avant. OK? Et donc là, si je le lance, hein, bah, en fait, il va juste m'afficher Anonymous Function. Il faut savoir que ça, c'est utile, notamment quand on a des trucs où on ne veut pas forcément, quand on veut faire un affichage en particulier et qu'on ne veut pas, par exemple, qu'il ait des variables en commun avec notre fonction principale. D'accord? Il faut savoir que je peux le créer dans le main, mais je peux le créer dans n'importe quelle fonction. J'aurais pu mettre ça dans add. Ça n'aurait pas posé de problème. Ici. Ça n'aurait posé aucun problème. OK? C'est des fonctions anonymes, c'est simplement pour vous les montrer. En l'occurrence, ça ne va vous servir à rien, notamment pendant les piscines, ça ne sert absolument à rien. OK? Dernière chose, on va passer, avant de passer à un truc un peu plus compliqué, on va passer sur la notion de contrôle. Donc là, c'est tout ce qui va être comment on gère un programme. Dans votre programme, comment on peut faire? Déjà, si je veux faire deux positions, donc si ça est valide ou si ça n'est pas valide, d'accord, je vais pouvoir l'écrire avec le if et le else. Ça ne change pas. Je vais mettre if et ma condition. D'accord? Le if dit si ce qui suit est valide, je rentre dans le bout de code qui est là. D'accord? Sinon, avec le else, je rentre dans le bout de code qui est ici. OK? Donc là, qu'est-ce que je dis? C'est si x est supérieur à 10, x que je prends en paramètre, d'accord? Bah, j'affiche x est supérieur à 10. Sinon, j'affiche x est égal à 10 ou plus petit. OK? Si j'avais voulu rajouter une autre condition, j'aurais pu faire else if. Hop. Alors, je crois que c'est elif. Ah, j'ai oublié le... Non, c'est juste que j'ai dû oublier x égale 10. Non, c'est bien else if normalement. Oui, ok, c'est juste moi qui l'ai mal écrit. Hop, et là j'aurais pu mettre, en fait, rajouter mon contenu de ma condition. Donc là, x is 10. Et là, x is less. Hop. OK? Ça, c'est les if et les else. On voit que c'est très très simple d'utilisation et ça me permet de mettre des conditions. Donc là, si x est supérieur à 10, il rentre là-dedans. Sinon, si x est égal à 10, il rentre là-dedans. Et sinon, qui veut dire en fait dans tous les autres cas, bah, il rentre là-dedans. OK? Vous avez une autre manière de faire des conditions, c'est avec les switch et les case. Alors, déjà, je vais juste appeler la fonction exemple if pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Là, si on regarde, je mets x
est bien 10. Okay, pourquoi? Parce que le paramètre que je lui ai envoyé, c'est 10 ici. D'accord? Si j'avais mis, par exemple, 11, on voit que ma condition change automatiquement sans que j'ai besoin de changer mon code. D'accord? Si j'avais mis 2, de la même manière, ça aurait fonctionné sans que j'ai besoin de changer mon code. OK? Ça, c'est vraiment pour donner des conditions d'exécution à votre code. Il faut voir ça comme des nouvelles branches annexes que votre code il va prendre en fonction de si la condition est valide ou non. OK? Maintenant, on a les switches et les cases. Alors, encore une fois, c'est très très simple. Hop. Les switches et les cases, c'est quoi? Switch 10, ça veut dire qu'il regarde 10, d'accord? Et les cases, c'est que en fonction de sa valeur. Donc là, je dis, bah, si x est égal à 1, dans le cas où x est égal à 1, dans le cas où x est égal à 2, et sinon, dans tous les autres cas, c'est le default pour dire, bah, dans tous les autres cas, il est pas égal à 1 ou à 2. Okay, ça, c'est très utile, notamment quand on doit vérifier plein de valeurs. Okay, par exemple, dans un jeu vidéo, si l'utilisateur a cliqué sur haut, bas, gauche, droite, espace, entrée, etc., c'est très utile dans ces cas-là. Et donc, là, ça va fonctionner pareil. Donc là, j'ai mis 2, il va m'afficher tout normalement. Et c'est bien ce qu'il affiche. Okay, si je rentre n'importe quelle autre valeur, en fait, il va passer dans le default et il va me dire, bah, ok, je passe dans le default, donc c'est other. Ok, c'est bon pour tout le monde? Ok, hop, on va maintenant voir un exemple de boucle. Donc là, les boucles, c'est très très simple. Vous avez le mot-clé for qui est utilisé en Go. On va mettre i de point égale 0, d'accord? Ici, j'aurais pu mettre de la même manière, j'aurais pu mettre, excusez-moi, hop, var i int égale 0. Ça aurait fonctionné aussi. Là, c'est juste qu'il va me dire, ouais, mais j'aurais préféré des accolades, d'accord? Par définition, la bonne pratique, c'est de faire ça dedans directement. OK? Donc ici, je mets i égale 0. Tant que i inférieur à 10, i++. OK? Ça veut dire j'incrémente mon i tout le temps. D'accord? Et là, du coup, si j'affiche i, en fait, il va passer de 0 jusqu'à 10. OK? Hop. Ouais, là, j'en ai plus besoin du coup. Hop. Donc là, si je le lance, on voit qu'il me fait 0 jusqu'à 9. Okay, il s'arrête à 10. Pourquoi? Parce que je lui ai dit, tu t'arrêtes une fois que tu dépasses 10. Donc quand il va arriver à 9, d'accord, il va faire 9, i++ 10, il est égal à 10, donc il ne m'affichera pas 10. Pourquoi? Parce que je lui ai demandé tant qu'il est inférieur à 10. Si j'avais voulu inférieur ou égal, j'aurais dû mettre l'opérateur inférieur ou égal. Donc là, il fonctionne. Ok? C'est bon pour vous? On peut faire des boucles inf aussi. Alors les boucles inf, en Go, c'est très très simple aussi. C'est vraiment juste, je ne mets pas de condition à mon for. Donc ça, je vais faire juste un KU. On va le voir ici. En fait, je mets juste for, accolade, et il va boucler inf in vitam aeternam. Ok? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Bah, si je mets GoRun ici, on voit que bah, il boucle en infini. Ok? Chose importante, je vais pouvoir rajouter un if ici. D'accord? If i, hop, pardon, i égale 100, d'accord, je vais pouvoir faire un break. Voilà. Et ça va stopper mon for. Du coup, si je le relance, hop, il s'arrête une fois que i est égal à 100. C'est bon pour vous? Ok. Dernière chose, c'est la gestion d'erreurs en Go. Ça, c'est plutôt intéressant pour le coup. Forcément, je me suis encore gouré. Hop. La gestion d'erreurs en Go, elle est un peu particulière. Hop, on l'a ici. Voilà. Imaginons que j'essaye d'ouvrir un fichier. Alors, je sais, je ne vous ai pas montré comment ouvrir un fichier. Retenez simplement que là, j'essaye d'ouvrir un fichier avec cette ligne-là. D'accord? On repasse là-dessus après. Et bien, en fait, ça m'envoie une erreur. Et si j'ai une erreur, si je n'arrive pas à ouvrir le fichier, si le fichier n'existe pas, j'ai une erreur. Et dans le cas de l'erreur, en fait, je vais pouvoir utiliser un truc qui s'appelle log.fatal pour renvoyer une erreur fatale, pour gérer correctement mon code. OK? À chaque fois que vous avez des erreurs fatales, il faut log fatal. OK? Typiquement, l'utilisateur a oublié de vous rentrer un paramètre du type int ou des choses comme ça, c'est un log fatal. OK? Donc là, étant donné que je n'ai pas de fichier qui existe, si je teste ça, si je vais dans contrôle, et que je fais un go run, on voit que ici, en fait, il m'a dit openfile.txt, no such file or directory, et il me l'affiche. Okay, si je ne l'avais pas mis, si j'avais en fait pas fait cette gestion d'erreur là, hop, je crois que c'est 2 points, je crois, pour lui dire que tu t'en fous. Non, on va juste mettre 40.
hop, si j'avais pas fait si j'avais pas affiché ça, bien entendu, le compilateur me saoule. Si j'ai print, voilà. Ici, j'aurais eu un gros problème, c'est qu'il n'aurait pas pu exécuter la fin de mon code. Voilà. Là, c'est une erreur qui ne veut absolument rien dire. Okay, et ça, c'est problématique. C'est pour ça qu'on va toujours faire une gestion d'erreur avec un if. D'accord. Donc, si j'ai une erreur, eh ben, je log une fatale erreur, tout simplement. Ici, c'est vraiment, je log mon erreur en tant que fatale. Okay, et ça, ton programme, il peut le gérer. Et il vaut toujours mieux une erreur que tu sais d'où elle vient et comment tu fais pour la gérer qu'une erreur qui n'existe pas. Ok? C'est bon pour vous? C'est quoi nil? Nil, c'est nul. C'est comme ça qu'il déclare nul. Ok. Dernière chose, on va voir les structures. Alors les structures, c'est un peu particulier. C'est tout comme dans les autres langages, vous pouvez créer ce qu'on appelle des structures et des classes. Okay, là, on va voir simplement les structures. Vous allez pouvoir créer votre propre type. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait les int, les floats, les bools, etc., les strings. Mais imaginons que j'ai besoin d'une seule variable qui contient une string et un int. Et ben, je vais pouvoir la créer en faisant type, pour lui dire je crée mon propre type, person, et lui dire c'est une structure. Donc elle contient plusieurs types à l'intérieur. Okay, à l'intérieur, je vais pouvoir lui préciser un nom et un âge. Ok? Quand je vais la créer, je vais simplement lui dire bah, person égale person. Alors là, c'est un peu particulier. C'est comme si j'avais écrit var person, hop, égale person. Ok? Pour que ça soit plus lisible. Donc, je lui déclare une variable du type person. Ok? Et après, il faut que je crée ma structure. Donc là, on voit que, vu que dans ma structure, j'ai name et âge, il va falloir que je le précise. Ok? C'est bon pour vous, ça? C'est une structure orientée objet, du coup. Ouais, c'est un peu une structure orientée objet. Pour l'afficher, je vais juste faire fmt.println, entre parenthèses, personne. Si je compile, hop, on voit qu'il met Alice 30. Il m'affiche mon objet. Si je veux accéder, par exemple, juste au nom, je vais faire alice.name. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il va juste m'afficher le name. Pareil pour l'âge, ça va être .âge. Ok? C'est bon pour tout le monde? Ce qu'il faut savoir en particulier avec Go, c'est que je vais pouvoir, ça ressemble beaucoup au Rust, je vais pouvoir en fait lui attribuer des fonctions à ma structure. Comment je fais ça? Je vais dire fonction qui s'appelle great, d'accord, et qui m'envoie une string. Ça ne change pas, sauf qu'avant, je vais lui préciser qu'elle est attribuée à personne, ok, à ma structure personne. Ok? Et là, je fais simplement hello, espace, plus p.name, qui veut dire, bah, en fait, tu vas me récupérer le nom et tu vas me créer une string qui concatène les deux, qui crée en fait un copier-coller des deux. Donc là, j'aurai hello Alice, typiquement. Ok? Dans mon exemple. J'ai bien compris le great. Great, c'est une fonction qui appartient à la structure personne. Mais tu l'appelles où, du coup? Et bah, là, je vais vous montrer comment l'appeler, du coup. Si je veux l'appeler, je vais simplement faire fmt.println, d'accord? Et là, je vais pouvoir faire, du coup, person.great. Et ça appelle ma fonction. OK? Si je la run, pas de souci, mais on voit bien hello Alice. OK? Le truc à savoir, c'est que du coup, si j'essaie juste d'appeler ma fonction great, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce qu'elle appartient à personne. Donc ma fonction ne sera utilisable que si j'ai un objet qui a été créé avant. OK? Ça, c'est a priori très classique. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. On va pouvoir faire beaucoup plus de choses avec les structures. D'accord? Mais pour l'instant, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Ça ne sert à rien pour une introduction. Dernière chose à voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça, on va le prendre dans le main. Ici, on voit que j'ai du coup ma fonction main qui m'affiche hello world. Okay, si je crée un autre fichier que j'appelle tutu.go, par exemple, d'accord, et que je veux créer ma fonction tutu qui m'affiche hello tutu. Ok, fmt.println hello tutu. J'ai un souci. Pourquoi? Parce qu'il me dit, je ne connais pas func, j'attends un package qui lui est attribué. D'accord? Tout à l'heure, je vous ai dit, pour utiliser ça, bah, du coup, je vais simplement faire un package, main, ok? Et là, je vais simplement importer fmt, parce qu'il faut bien que je l'importe. Donc là, je vais simplement faire import fmt. Là, du coup, j'ai ma fonction tutu, ok? Qui est dans le package main, ok? Ma fonction main est aussi dans le package main,
D'accord? Donc, comment je fais pour appeler tutu? Bah, c'est simple, je vais simplement faire tutu. Et ça fonctionnera. OK? Attention, par contre, la compilation change. D'accord? Si je fais cd point, que je vais dans intro, ici, ma compilation va changer. Donc, déjà, j'ai juste rm, mon exécutable. Si je fais juste un go run, main.go, je vais avoir un souci. Parce qu'il me dit, je ne comprends pas d'où vient tutu. Pourquoi? Parce que je ne lui ai pas dit de compiler aussi mon tutu.go. Et comment je fais ça? Eh bien, très simple, je vais faire go run main.go et tutu.go. OK? Si j'ai 3 fichiers, je mettrai le troisième nom du fichier ici. Quand je vais le lancer, là, tout va fonctionner. OK? Vous avez une autre manière de faire, c'est go run tous les fichiers qui se finissent par un .go. Et ça fonctionne pareil. OK? C'est bon pour vous? C'est d'ailleurs comme ça que vous allez rendre chacun de vos exercices en piscine, c'est-à-dire que vous aurez votre main de test qu'il ne faudra pas push et le tutu.go qu'il faudra push si j'ai un exercice qui s'appelle tutu. OK? C'est quoi la différence entre tous les prints? Moi, j'avais utilisé FMT printf. Ouais, en fait, tu as plein de types print différents. Printf va te permettre en fait de faire ce qu'on appelle des modularités. C'est en gros genre, si par exemple là je crée une variable du type string, str, et que je lui dis string, ouais c'est ça, c'est avec tous les pourcentages. Je mets, je sais pas, David. Très bien. Pourquoi il m'a oui, parce qu'elle n'est pas utilisée. Si je fais un fmt.printf, en fait, ça, je vais pouvoir le gérer correctement. Là, tout à l'heure, quand je voulais l'afficher, je pouvais l'afficher qu'en fin de string. D'accord? Avec le printf, je vais pouvoir l'afficher au milieu en faisant, du coup, coucou, %s, tout le monde. Et là, juste après, je vais mettre un virgule et je vais mettre str. Et ça va me permettre de correctement afficher ma string un peu particulier. On l'a là. Coucou, David, tout le monde, hello, tutu. OK? En sachant qu'effectivement, ici, il va falloir que je rajoute un backslash n à la fin parce qu'il ne met pas de backslash n par défaut. Et donc là, on voit bien que j'ai un retour à la ligne à la fin. OK? Print, c'est la seule fonction qui est autorisée en piscine. Du coup, si là, j'affiche juste des hash, on va voir qu'il y a un petit souci. Hop, je peux supprimer ma str. C'est que je ne vais pas faire de retour à la ligne. Je n'aurai pas de retour à la ligne. D'accord? On le voit ici. H. Du coup, si en piscine, on me demande de faire un retour à la ligne, simplement devoir ajouter le backslash n. Et du coup, quand je le run, tout va fonctionner correctement. OK? On va vous voir juste du coup maintenant comment créer des modules. Tout à l'heure, je vous disais que FMT, c'était un module externe. D'accord? Elle fait partie de la lib standard de Go. OK? Mais si je veux créer un module à moi, OK, et correctement organiser mon code, imaginons que je veux créer une fonction dans un dossier qui s'appelle helper, dans un fichier qui s'appelle helper.go, d'accord, et que je veux créer une fonction qui s'appelle greet qui m'affiche simplement hello plus le nom de mon utilisateur, d'accord, que je vais passer en paramètre. OK? Comment je fais? Déjà, on voit qu'ici, je fais un package helper pour dire, je crée mon package qui se nomme helper à partir de maintenant. OK? D'autre manière, on voit qu'il est bien dans un dossier qui s'appelle du même nom que mon package. Okay, donc là, j'ai package helper, il se trouve dans un dossier qui a le même nom que mon package. C'est important de faire ça, c'est de la bonne pratique. Okay, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ce serait une mauvaise pratique de ne pas le faire. Okay, derrière, chose importante, je crée ce qu'on appelle un Go mode qui permet à Go d'identifier les différents modules que vous avez créés potentiellement vous-même. D'accord? Il faut savoir que si vous avez des modules externes, c'est aussi là-dedans que vous allez les référencer. Okay, donc là, je fais module et je lui donne le nom de mon dossier de projet. Donc là, mon dossier de projet, il s'appelle module avec un S, donc c'est ce que je lui ai mis. OK? Derrière, la version de Go, et c'est tout ce qu'il a besoin pour identifier les modes qui ne sont pas préexistants. D'accord? Donc là, notamment mon helper. Comment je fais pour l'appeler dans mon main? Dans mon import, je vais faire module, donc le nom de mon projet, slash le nom du dossier où se trouve l'ensemble de mes fichiers de ce module-là. D'accord? Et là, on voit que je peux l'appeler en faisant fmt, println, helper qui est le nom de ma fonction que j'ai dans mon dossier helper, dans mon fichier helper.go qui s'appelle greet. Okay, donc là, je vais faire helper.greet pour afficher hello world. OK? C'est bon pour tout le monde. Si je compile, je n'aurai aucun souci là-dessus. C'est-à-dire que si je vais dedans, cd module, go run, et là, comparé à tout à l'heure où j'avais besoin d'utiliser les différents fichiers, je vais simplement pouvoir faire main.go. Là, ça va fonctionner. OK? De la même manière, si dans mon helper, je vais créer un nouveau fichier tutu.go, comme on avait tout à l'heure, avec donc, le package helper,
je crée ma fonction tutu et je fais un return, typiquement. Non, un print, ça sera... ou non, un return, ça sera plus simple. Return hello tutu, d'accord. Je vais juste préciser qu'il renvoie une string, bien entendu. Voilà. Dans mon main.go, donc là, il me dit, OK, tu as créé un tutu, mais il n'est jamais utilisé. Bah, dans mon main.go, je vais pouvoir faire un fmt.println helper.tutu. Et ça fonctionnera. OK? Alors là, j'ai un petit rouge. Pourquoi? Ce qui me dit qu'il ne connaît pas. Pourtant, j'ai bien mon package helper. Font. J'ai dû me gourer quelque part dans mon... c'est vrai parce que... Je comprends pas pourquoi il est le package helper. Si, c'est ça. C'est parce qu'en fait... Pardon. Oui, j'ai oublié de le préciser. Pas dans un autre fichier que je devais le mettre. C'est dans le même fichier que le helper. Hop. Voilà. Ouais, sinon tu crées un nouveau dossier. OK? C'est bon pour toi? C'est quoi le nom? Attends, je vais regarder. Est-ce que c'est juste parce que je me suis pas gouré le nom? C'est bien tutu. Je vais vérifier un truc. Tac. C'est peut-être juste mon IDE qui bug. Helper.tutu and define. OK. Alors attends. Si je vais dans Go mode. Ah, mais non, je suis juste débile. C'est parce que là, je vais devoir appeler les différentes fonctions normalement. Là, si je fais tutu, normalement. Non, même pas. C'est un petit bug. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que là, du coup, j'ai bien déclaré ma fonction. Si j'enlève great, hop, je fais ça. La différence, c'est que le G est en majuscule. Est-ce que c'est par rapport à une majuscule? Ah, c'est peut-être pas bête. Si c'est ça, j'ai le sub. Mais ça m'étonnerait. Enfin, normalement, pas logique. Ok, si, tu avais raison. Bien joué, bien joué. Et donc là, j'ai bien mon hello tutu qui fonctionne correctement. Ok? Il y a aussi une norme à respecter. Hein? Il y a aussi une norme à respecter concernant les noms des fonctions. Ouais, que dans les modules, pas dans les fonctions normales. Enfin, si, tu as une norme sur tes fonctions, c'est-à-dire que là, si je mets n'importe quoi dans ma fonction, genre avec des underscores et tout, il n'aime pas de mémoire. Si je fais une fonction, si je crois que je mets un ça et tiré du 8 par exemple. Non, c'est tiré du 6, je crois qu'il aime pas. Ouais, voilà, c'est ça. Tiré du 6, il aime pas. C'est juste ça. Ok? Tiré du 8, il n'y a pas de souci normal. Ouais, voilà. Il n'y a pas de souci. Ok? C'est bon pour vous? On a vu à peu près toute la base. Et comme je vous l'ai dit, du coup, la prochaine fois, on verra vraiment en détail comment lire et écrire dans un fichier. Et réellement, comment créer nos propres premières classes et faire de la concurrence avec. Il faut savoir que le multithreading, dans tous les autres langages, c'est extrêmement compliqué. En Go, c'est extrêmement facile pour le coup. Ok? Merci à tous. À plus tard. Merci beaucoup.